Que feriez-vous si vous vous réveilliez dans un lit d'hôpital, complètement paralysé, incapable de bouger le petit doigt, incapable de prononcer un seul mot, mais capable d'entendre tout ce qui se passe autour de vous? Imaginez maintenant que vous entendiez votre propre mari rire à côté de votre lit. Imaginez que vous l'entendiez appeler sa maîtresse et lui dire « Elle ne s'en sortira finalement pas ». Imaginez que vous les entendiez planifier vos funérailles alors que votre cœur bat encore, que votre esprit hurle, alors que les larmes coulent à l'intérieur, mais que votre visage reste immobile. Ce n'est pas un cauchemar. Ce n'est pas un film. C'est ce qui est arrivé à Caroline Mitchell pendant 31 jours. Il portait du noir à son chevet, non pas pour la pleurer, mais pour célébrer. Ils ont mesuré ses bijoux. Ils ont discuté de son assurance-vie. Ils ont compté les jours jusqu'à ce qu'ils puissent débrancher la machine. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont oublié que certaines femmes ne meurent pas en silence. Certaines femmes se relèvent. Certaines femmes reviennent avec le feu dans les yeux et la vengeance dans le cœur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce que la femme au foyer sans défense dont ils se moquaient était en réalité milliardaire. Elle était propriétaire de l'entreprise où travaillait son mari. Elle possédait tout, et elle avait entendu chaque mot. Voici l'histoire d'une femme qui a été enterrée vivante par les personnes qu'elle aimait. Et comment elle s'est battue pour revenir d'entre les morts afin de tous les détruire. Restez jusqu'à la fin, car le rebondissement final vous laissera sans voix. Cette histoire vous apprendra une vérité brutale. Les gens révèlent qui ils sont vraiment. Quand ils y croient, vous ne pouvez pas riposter. Et le moment où ils célèbrent votre faiblesse est le moment où ils préparent le terrain pour leur propre destruction. Déclaration de valeur. Cette histoire vous rappellera que votre moment le plus sombre n'est pas votre fin, c'est votre commencement. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir à quel point vous êtes vraiment puissant. Signification de l'histoire. La leçon est simple, mais elle change la vie. Les gens révèlent leur vraie nature lorsqu'ils croient que vous êtes impuissant. Et lorsqu'ils célèbrent votre chute, ils préparent le terrain pour leur propre destruction. Ne sous-estimez jamais une femme qui n'a plus rien à perdre. Elle n'est pas brisée, elle devient incassable. Le jour où je suis morte a été le plus beau jour de la vie de mon mari. Je sais que cela semble dramatique. Je sais que cela ressemble à un scénario de film. Le genre de phrase d'introduction conçue pour vous accrocher et vous donner envie de continuer à écouter. Mais je vous promets que chaque mot de ce que je vais vous raconter est absolument vrai. Je l'ai vécu, j'ai survécu. Et maintenant, je vais partager mon histoire avec vous. Parce que quelque part, quelqu'un vit exactement ce que j'ai vécu. Quelqu'un reste éveillé la nuit, se demandant s'il est fou. Quelqu'un remet en question sa propre réalité, parce que la personne qui est censée l'aimer ne cesse de lui répéter qu'il est le problème. Quelqu'un a besoin d'entendre cette histoire et de savoir qu'il n'est pas seul. Je m'appelle Caroline Mitchell. Mes amis m'appelaient Carrie, à l'époque où j'avais encore des amis. Avant que mon mari, lentement, soigneusement, délibérément, ne les élimine tous de ma vie, comme un chirurgien qui enlève des tissus sains. J'avais 38 ans lorsque mon corps a finalement abandonné. 38 ans, marié depuis 10 ans, et je fonctionnais à vide depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de se sentir pleine. J'avais oublié ce que c'était que de dormir toute la nuit. J'avais oublié ce que c'était que de manger un repas sans que quelqu'un critique chaque bouchée. J'avais oublié ce que c'était que de me regarder dans le miroir et de voir autre chose que de l'épuisement me regarder en retour. Ce matin-là a commencé comme tous les autres matins de la dernière décennie. Mon réveil a sonné à 4h45, pas à 5h, pas à 5h30, à 4h45, parce que Derek avait besoin que son petit déjeuner soit prêt à 6h15. Et Dieu m'en préserve, j'avais même 5 minutes de retard. La maison était sombre et silencieuse lorsque je me suis glissé hors du lit. Derek dormait encore paisiblement à côté de moi. Sa respiration était profonde et régulière. Il ne se rendait absolument pas compte que je me déplaçais déjà dans l'obscurité comme un fantôme dans ma propre maison. Je n'ai pas allumé la lumière. J'avais appris à me déplacer dans notre maison de 400 mètres dans l'obscurité totale, car Derek avait le sommeil léger. Et si je le réveillais avant que son réveil ne sonne, il y aurait des conséquences, pas des conséquences physiques. Derek ne m'a jamais frappé. Il était trop intelligent pour cela. Mais le silence qui s'ensuivait, l'indifférence qui pouvait durer des jours,
Les petites remarques sur mon manque de considération, sur le fait que je ne pensais qu'à moi, que si je faisais un peu plus d'efforts, je ne serais peut-être pas une telle déception. Ces conséquences étaient pires que n'importe quelle ecchymose. Je descendais les escaliers en comptant chaque marche dans ma tête. 14 marches entre notre chambre et le palier. 8 marches entre le palier et le hall d'entrée. 32 marches entre le hall d'entrée et la cuisine. Je les avais comptées tellement de fois que je pouvais parcourir ce chemin les yeux fermés. Et certains matins, lorsque la fatigue était si intense que je pouvais à peine garder les yeux ouverts, c'est exactement ce que je faisais. La cuisine était mon domaine. C'était aussi ma prison. Je passais plus d'heures dans cette cuisine que partout ailleurs dans la maison, à préparer des repas qui n'étaient jamais assez bons, à nettoyer des surfaces qui n'étaient jamais assez propres, à préparer des collations, des déjeuners et des dîners que Derek picorait et critiquait avant de les repousser. Mais je continuais d'essayer. Je continuais de croire que si je travaillais un peu plus dur, si j'essayais un peu plus, il finirait par voir à quel point je l'aimais. Il finirait par apprécier tout ce que je faisais. Ce matin-là, je lui préparais son petit déjeuner préféré, des flocons d'avoine coupés à l'acier avec des baies fraîches. J'avais préparé ce petit déjeuner des centaines de fois. Je pouvais le faire les yeux fermés. Et honnêtement, je pense qu'il a dit que j'étais debout devant la cuisinière, remuant les flocons d'avoine d'une main et vérifiant mon téléphone de l'autre quand la pièce a commencé à tourner. Au début, j'ai pensé que j'avais juste le vertige parce que je m'étais levé trop vite. J'avais des vertiges depuis des mois. De petits moments où le monde basculait sur le côté et où je devais m'agripper à quelque chose pour ne pas tomber. Le Dr. Chen m'avait dit que c'était probablement de l'hypotension, que je devais manger davantage, me reposer davantage et prendre mieux soin de moi. Mais comment pouvais-je me reposer alors qu'il y avait toujours quelque chose à faire? Comment pouvais-je manger alors que le bruit de ma mastication irritait Derek? Les vertiges s'aggravèrent. Ma vision commença à blanchir sur les bords, comme si quelqu'un baissait lentement la luminosité d'un écran de télévision. J'essayais de poser la cuillère en bois, mais mes doigts ne voulaient pas coopérer. Elle heurta la casserole et tomba sur le sol. Je me souviens avoir pensé que je devais la ramasser, que Derek serait en colère s'il voyait une cuillère sale sur le sol propre de sa cuisine, que je devais continuer à remuer le porridge, sinon il brûlerait et il se plaindrait. Puis mes jambes ont cessé de fonctionner. Je suis tombé si violemment sur le sol de la cuisine que j'ai fissuré 2 des carreaux de marbre italien que Derek avait tenu à importer de Toscane. Je me souviens être resté allongé là, la joue appuyée contre la pierre froide, à regarder les veines grises et blanches qui parcouraient le marbre. Je me souviens avoir pensé qu'il était étrange que j'aie lavé ce sol la veille, que je pouvais voir une petite tache près de la plainte, que je l'avais manqué, que Derek ne la remarquerait jamais et ne l'ajouterait pas à sa liste de mes échecs. J'ai essayé de me lever. J'ai dit à mes bras de pousser, à mes jambes de bouger, à mon corps de m'obéir. Mais rien ne s'est passé. J'étais prisonnière de moi-même, consciente mais complètement paralysée. Ma poitrine était si serrée que je pouvais à peine respirer. Chaque inspiration me donnait l'impression d'essayer d'aspirer de l'air à travers un agitateur à café. Mon cœur battait si vite et si fort que je pouvais le sentir battre dans mes tempes, dans ma gorge, dans le bout de mes doigts. Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé là, quelques minutes peut-être. Cela m'a semblé durer des heures. Le porridge brûlait sur la cuisinière. L'odeur d'avoine brûlée emplissait la cuisine, âcre et piquante. Le détecteur de fumée s'est mis à biper, émettant ce son aigu qui rendait toujours Derek furieux. Et je ne pouvais toujours pas bouger. Derek m'a trouvé à 6h30 lorsqu'il est finalement descendu chercher son café. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, je l'ai entendu s'arrêter à la porte de la cuisine, je l'ai entendu soupirer avec cette exaspération qui était devenue la bande sonore de mon Carrie. Que s'est-il passé ici? Sa voix était agacée, pas inquiète. Il regardait les flocons d'avoine brûlés, la cuillère tombée par terre, la fumée qui flottait encore dans l'air. Il lui a fallu plusieurs secondes pour remarquer que j'étais allongé sur le sol. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Oh, bon sang !» a-t-il murmuré. « Pas encore, pas encore, pas encore. » Comme si j'avais trouvé ta femme inconsciente sur le sol de la cuisine alors que je n'allais pas être. Comme si j'avais fait ça exprès, juste pour gâcher sa matinée.
Il s'est approché de moi lentement, sans se presser. Il s'est agenouillé à côté de moi et a appuyé 2 doigts contre mon cou pour vérifier mon pouls. Ses doigts étaient froids. Son toucher, pas encore ça. Comme si trouver ta femme inconsciente sur le sol de la cuisine était un désagrément. Comme si j'avais fait ça exprès, juste pour gâcher sa matinée. Il s'est approché de moi lentement, sans se presser. Il s'est agenouillé à côté de moi et a appuyé 2 doigts contre mon cou pour vérifier mon pouls. Ses doigts étaient froids. Son toucher était clinique, détaché. Comme un médecin examinant un patient dont il ne se souciait pas particulièrement. Elle est en vie, s'est-il dit. Puis il a sorti son téléphone. Mais il n'a pas appelé le 911. Pas encore. Il a d'abord passé un autre appel. Je l'ai entendu taper sur l'écran. J'ai entendu le téléphone sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai entendu une voix de femme répondre, endormie et confuse. Vanessa, a dit Derek doucement. Il s'est passé quelque chose. Carrie s'est effondrée. Je vais devoir appeler une ambulance. Ne viens pas à la maison aujourd'hui. Compris? Reste loin jusqu'à ce que je te dise que c'est sans danger. Vanessa, ce nom ne me disait rien à l'époque. Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Mais j'allais finir par très bien connaître ce nom. J'allais finir par détester ce nom de toutes les fibres de mon être. Derek a raccroché le téléphone. C'est alors, et alors seulement, qu'il a composé le 911. « Oui, j'ai besoin d'une ambulance », a-t-il dit. Et soudain, sa voix a changé. Soudain, il semblait paniqué, inquiet, comme un mari aimant terrifié pour la vie de sa femme. Ma femme s'est effondrée. Elle est inconsciente. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Sa performance était parfaite. Si je ne l'avais pas entendu appeler Vanessa en premier, si je n'avais pas entendu l'irritation ennuyée dans sa voix lorsqu'il m'a trouvé, j'aurais cru qu'il se souciait vraiment de moi. C'est le problème quand on vit avec un narcissique. Ils deviennent des acteurs si talentueux que vous commencez à remettre en question votre propre perception de la réalité. Les ambulanciers sont arrivés en moins de 12 minutes. Je les ai entendus enfoncer la porte d'entrée, j'ai entendu leurs bottes lourdes sur le sol en marbre du hall d'entrée, je les ai entendus poser des questions auxquelles Derek répondait avec une inquiétude feinte. Ils m'ont soulevé pour me mettre sur une civière et m'ont chargé dans l'ambulance. La dernière chose dont je me souviens, avant de perdre complètement connaissance, c'est la voix de Derek qui disait aux ambulanciers qu'il les suivrait avec sa voiture, qu'il les retrouverait à l'hôpital, qu'il serait là pour sa femme. Je me suis réveillé 2 semaines plus tard dans un lit d'hôpital sans aucun souvenir de ce qui s'était passé entre-temps. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Je ne me suis pas réveillé. Mon corps ne s'est pas réveillé. Mes yeux ne se sont pas ouverts. Mes doigts ne bougeaient pas. Mais quelque part au fond de l'obscurité, mon esprit s'est remis en marche, comme si on avait actionné un interrupteur. Et j'ai tout entendu. Ils étaient vêtus de noir à mon chevet, non pas pour me pleurer, mais pour me célébrer. La première chose dont j'ai pris conscience, c'était le bip, un son rythmique régulier qui semblait pulser dans tout mon corps. Bip, 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 BF provenant d'un moniteur cardiaque, et je finis par comprendre. Mon cœur qui battait encore, qui luttait encore, même lorsque le reste de mon corps avait abandonné. La deuxième chose dont j'ai pris conscience était le tube respiratoire. Je le sentais dans ma gorge, un corps étranger que mon corps voulait désespérément rejeter. Mais je ne pouvais pas tousser. Je ne pouvais pas vomir. Je ne pouvais rien faire d'autre que rester allongé là et laisser la machine respirer à ma place. La troisième chose dont j'ai pris conscience était les voix. Le Dr. Reeves venait de finir d'expliquer mon état à Derek. J'avais manqué la majeure partie de la conversation, passant de l'inconscience à la conscience comme une station de radio avec une mauvaise réception. Mais j'ai entendu la fin. Après 30 jours, disait le Dr. Reeves d'une voix douce mais ferme, s'il n'y a pas d'amélioration significative, la famille devra prendre des décisions difficiles quant à la suite à donner. 30 jours. Ce chiffre résonnait dans mon esprit comme une condamnation à mort. 30 jours avant que mon mari ne puisse décider de mettre fin à ma vie. « Je comprends », répondit Derek. Sa voix était lourde de ce qui semblait être du chagrin. « C'est tellement difficile, docteur. Carrie et moi sommes mariés depuis 10 ans. Elle est tout mon univers. Le mensonge était si fluide, si convaincant, que pendant un instant, même moi j'ai failli y croire. Il était vraiment doué. 10 ans de pratique avaient fait de lui un maître manipulateur.
Le Dr. Reeves quitta la pièce. J'ai entendu la porte se refermer doucement derrière lui. Puis j'ai entendu Derek expirer longuement et lentement, comme un homme qui relâche un souffle qu'il retenait depuis des années. « Enfin » a-t-il murmuré. Et ce mot était empreint d'un tel soulagement, d'une telle joie, que mon cœur s'est serré. Il a finalement sorti son téléphone. Je l'ai entendu composer un numéro. J'ai entendu le téléphone sonner. « C'est moi » a-t-il dit. « Elle ne s'en sortira pas. » Les médecins viennent de le confirmer. 30 jours maximum, puis je pourrais débrancher la machine. Une voix de femme à l'autre bout du fil, trop faible pour que je puisse distinguer les mots. « Je sais », a répondu Derek en riant doucement. « Je sais. C'est comme si Noël était arrivé en avance. Écoute, tu peux venir à l'hôpital? J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de fêter ça. Fêter ça. Fêter ça. » Il voulait fêter ma mort. Alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, incapable de bouger ou de parler, mon mari appelait sa maîtresse pour organiser une fête. J'avais envie de crier. J'avais envie de me redresser, de l'attraper par le cou et de lui demander comment il pouvait me faire ça. Je lui avais tout donné. J'avais tout sacrifié. Je l'avais aimé de tout mon être. Et c'était ainsi qu'il me remerciait. Mais je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais rien faire d'autre que rester allongé là et écouter mon monde s'écrouler. 2 heures de plus tard, Vanessa Cole est entrée dans ma chambre d'hôpital pour la première fois. J'ai su dès son arrivée, car j'ai senti son parfum avant d'entendre sa voix. C'était un parfum cher et floral, le genre de parfum qui reste longtemps dans l'air après que la personne qui le porte ait quitté la pièce. Je l'ai immédiatement détesté. « Oh, Derek !» soupira Vanessa. « Regarde-la. Elle a l'air si paisible. »« Oui, n'est-ce pas? » répondit Derek. Presque comme si elle savait que c'était fini. Ils se tenaient maintenant à côté de mon lit. Je pouvais sentir leur regard posé sur moi, étudiant mon visage comme des scientifiques examinant un spécimen. Tous mes instincts me poussaient à ouvrir les yeux, à les affronter, à me battre. Mais mon corps refusait d'obéir. « J'ai attendu cela pendant 3 ans, » dit Vanessa doucement. 3 ans à nous cacher, à nous réfugier dans des hôtels, à faire semblant de nous connaître à peine lors des événements organisés par l'entreprise. Et maintenant, enfin, nous pouvons être ensemble. 3 ans. Mon mari m'avait trompé pendant 3 ans, pendant que je lui préparais ses repas, que je nettoyais sa maison et que je travaillais jusqu'à l'épuisement, essayant d'être la femme parfaite. Il passait ses nuits avec une autre femme. Et je ne m'étais jamais douté de rien. « Tu sais ce qui est drôle, » dit Derek. Il s'assit sur la chaise à côté de mon lit, s'installant confortablement. Elle pensait vraiment que je l'aimais. Toutes ces années, tous ces efforts, elle n'a jamais compris que j'attendais juste le bon moment pour me débarrasser d'elle. « Pourquoi l'as-tu épousée au départ ?» demanda Vanessa. « Je pensais qu'elle avait de l'argent. » Derek rit amèrement. Son nom de famille était Hartwell. Les Hartwell sont l'une des familles les plus riches du Texas. Je me suis dit qu'elle devait avoir un lien avec eux. En fait, ce n'était qu'une coïncidence. Sa famille était pauvre comme job. Quand j'ai réalisé mon erreur, nous étions déjà mariés, et il était trop tard pour faire marche arrière sans passer pour un coureur de fortune. Alors tu es resté. Et alors, je suis resté. Et alors, je suis resté. Derek soupira. Je me suis dit que j'allais essayer pendant quelques années, puis divorcer et passer à autre chose. Mais j'ai découvert qu'elle avait une assurance vie assez intéressante. 300 000 $. 300 000 $. Ce n'est pas une fortune, mais ce n'est pas négligeable non plus. Et je me suis dit, pourquoi m'embarquer dans un divorce compliqué alors que je peux toucher une somme rondelette? J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre, 300 000 $. C'était de la valeur de ma vie pour mon mari. C'était le prix de 10 ans de dévouement. 10 ans de sacrifice, 10 ans à m'effacer lentement pour faire place à son ego. La porte s'est rouverte, j'ai entendu des pas, plus lents et plus délibérés qu'auparavant. Puis j'ai entendu une voix qui m'a glacé le sang. La petite femme au foyer a fini par craquer, a dit Margaret Mitchell. Ma belle-mère était arrivée. Il était temps. Maman, Derek s'est levé. Merci d'être venu. Comme si j'allais manquer ça, a répondu Margaret. Elle s'est approchée de mon lit. Je pouvais sentir sa présence. Froide, froide et désapprobatrice, planant au-dessus de moi comme une ombre. Je t'avais prévenu dès le début, Derek. Je t'avais dit qu'elle n'était pas assez bien pour porter le nom des Mitchell. Une femme sans famille, sans relation, sans éducation. Mais tu as insisté pour l'épouser quand même.
Je sais, maman, j'ai fait une erreur. Oui, c'est vrai. Margaret claqua la langue. Mais au moins, tu peux maintenant réparer ton erreur. Une fois qu'elle sera partie, tu pourras épouser quelqu'un qui convient. Quelqu'un qui apportera de la valeur à cette famille au lieu de la tirer vers le bas. En fait, Madame Mitchell, intervint Vanessa, Derek et moi nous fréquentons depuis un certain temps déjà. Nous espérions que, une fois que tout serait réglé, nous pourrions officialiser notre relation. Il y eut un silence. J'attendais que Margaret s'y oppose, qu'elle exprime son choc, qu'elle défende sa belle-fille, ne serait-ce qu'un peu. Au lieu de cela, elle rit. « Je sais, ma chérie, » dit Margaret chaleureusement. « Pourquoi crois-tu que je te l'ai présenté au départ? » Mon cœur s'arrêta. Pas littéralement, pas encore, mais c'est ce que je ressentis. Margaret les avait présentés. Ma propre belle-mère avait délibérément introduit une autre femme dans mon mariage. Elle avait orchestré tout cela. J'ai rencontré Vanessa lors d'un événement caritatif il y a 3 ans, a poursuivi Margaret. Elle m'a parlé de ses relations précédentes, de ses talents uniques pour résoudre les problèmes, et je me suis dit que c'était exactement ce dont Derek avait besoin. Une femme qui sait comment faire avancer les choses. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'elle entendait par « talent unique ». Je le découvrirai bien assez tôt, et quand je l'ai compris, cela a tout changé. Pendant l'heure qui a suivi, ils se sont assis tous les 3 à côté de mon lit et ont planifié mes funérailles. Ils ont discuté du lieu, des fleurs, de la liste des invités. Ils se sont disputés pour savoir s'il fallait un cercueil ouvert ou fermé. Margaret voulait un cercueil ouvert pour que tout le monde puisse voir à quel point j'avais l'air paisible. Derek voulait un cercueil fermé parce qu'il ne voulait pas dépenser d'argent pour une robe chic pour une femme morte. Vanessa a suggéré la crémation parce que c'était moins cher et plus rapide. Il pourrait ainsi disperser mes cendres dans un endroit reculé et oublier que j'avais jamais existé. Il parlait de moi comme si j'étais déjà parti, comme si j'étais un désagrément dont il fallait se débarrasser. Un problème à résoudre. Aucun d'entre eux n'a exprimé la moindre tristesse. Aucun d'entre eux n'a versé une seule larme. La seule émotion qui régnait dans cette pièce était le soulagement. Lorsque les heures de visite ont pris fin et qu'ils sont enfin partis, je suis resté allongé dans l'obscurité et j'ai laissé la vérité m'envahir. Tout ce que j'avais cru au sujet de ma vie n'était qu'un mensonge. Mon mari ne m'avait jamais aimé. Ma belle-mère m'avait toujours détesté. Et la femme qui était sur le point de prendre ma place attendait dans les coulisses depuis 3 ans, patiente comme une araignée, prête à m'attraper dans sa toile. J'aurais dû me sentir dévasté, j'aurais dû avoir le cœur brisé, mais quelque part au fond de moi, sous la douleur et la trahison, quelque chose d'autre grandissait, quelque chose de dur, de brûlant et de dangereux, de la colère. Pour la première fois en 10 ans, je me sentais vraiment, purement, magnifiquement en colère. Pas contre moi-même pour avoir été naïve, pas contre la situation pour avoir été injuste. Contre eux, contre Derek, Vanessa, Margaret et tous ceux qui m'avaient regardé sans voir en moi autre chose qu'une servante, à utiliser et à jeter. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils pensaient que j'étais comme morte. Ils pensaient avoir gagné. Ils avaient tort. La nuit était de la plus cruelle. C'était à ce moment-là qu'ils abandonnaient complètement leur masque. Pendant la journée, l'hôpital était en pleine effervescence. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant mes signes vitaux, ajustant mes médicaments, me parlant d'une voix douce et encourageante, même si elles pensaient que je ne pouvais pas les entendre. Les médecins faisaient leur tournée, discutant de mon cas en termes cliniques qui réduisaient toute mon existence à des chiffres sur un tableau. Et Derek jouait son rôle. Le mari inquiet, veillant au chevet de sa femme, tenant ma main molle et fixant mon visage, avec ce qu'il espérait être un regard dévoué. Mais la nuit, lorsque les couloirs devenaient silencieux et que les visiteurs rentraient chez eux, la vérité éclatait au grand jour. C'était le 5e jour lorsque Vanessa est venue me voir, seule pour la première fois. J'ai entendu la porte s'ouvrir vers 11 heures du soir, bien après la fin des heures de visite. J'ai entendu ses talons claquer sur le sol en linoléum, ce bruit caractéristique que j'avais appris à redouter. Elle marchait lentement, délibérément, comme si elle avait tout le temps du monde. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai entendu le clic de la serrure. Puis elle a tiré une chaise près de mon lit et s'est assise. Juste nous deux. « Carrie », a-t-elle dit doucement.
Sa voix était différente quand nous étions seuls. Le ton doux et compatissant qu'elle utilisait devant Derek avait disparu. À la place, il y avait quelque chose de froid, de calculateur, qui me donnait la chair de poule. Pas de Derek, pas de Margaret, pas d'infirmière, juste toi et moi. Elle se pencha vers moi. Je pouvais sentir son souffle sur mon visage, chaud et mentholé. « Je veux te raconter une histoire », a-t-elle poursuivi. L'histoire d'un homme nommé Marcus Westbrook. J'ai enregistré ce nom dans ma mémoire, même si je n'en comprenais pas encore la signification. Marcus était un type adorable, dit Vanessa, pas très intelligent, mais il avait de l'argent et il était facile à manipuler. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 18 mois. Il était fou de moi. Il n'arrivait pas à croire à sa chance. Qu'une femme comme moi puisse s'intéresser à un homme comme lui. Il aurait fait tout ce que je lui demandais. Elle fit une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Un jour, Marcus est tombé malade. Rien de grave, juste une petite intervention à l'hôpital. Une intervention de routine. Mais pendant qu'il était là-bas, quelque chose s'est mal passé. Une erreur de médication, ont-ils dit. Quelqu'un lui a donné la mauvaise dose d'un médicament et son cœur s'est arrêté. C'était tragique, tellement inattendu. J'ai eu le sang glacé. Elle était en train de confesser un meurtre, ici même, à cet instant précis, à une femme qui, selon elle, ne pouvait pas l'entendre. Le meilleur dans tout ça? Vanessa rit doucement. J'étais la bénéficiaire de son assurance vie. 200 000 $. Ce n'était pas une fortune, mais suffisamment pour vivre confortablement pendant que je cherchais ma prochaine opportunité. Et puis j'ai trouvé Derek. Elle s'est levée et a contourné mon lit, faisant glisser ses doigts le long de la barrière. Derek était parfait, a-t-elle poursuivi. Riche, du moins je le croyais. Marié, ce qui lui donnait un alibi tout trouvé. Malheureux en mariage, ce qui le rendait facile à séduire. Margaret m'a trouvé Larson d'un événement caritatif et me l'a pratiquement servi sur un plateau d'argent. Tout ce que j'avais à faire, c'était attendre le bon moment. Elle s'est arrêtée au bout de mon lit et m'a regardé. Et nous y voilà, a-t-elle dit, le bon moment. Toi allongé ici, impuissant. Derek, prêt à signer tous les papiers que je lui présenterai. Et dans quelques semaines, tu ne seras plus là, et je serai Madame Mitchell, la riche veuve qui a épousé son véritable amour. Elle s'est penchée et a ajusté mon oreiller. Mais elle ne l'a pas ajusté correctement. Elle l'a juste légèrement déplacé. Juste assez pour exercer une pression sur mes voies respiratoires. Pour rendre ma respiration un peu plus difficile. J'ai senti mon taux d'oxygène baisser. Pas assez pour déclencher l'alarme. Juste assez pour me mettre mal à l'aise. J'ai appris de Marcus. Vanessa a chuchoté. Aller trop vite, c'est compliqué. Les gens posent des questions. Mais si tu es patiente, si tu laisses la nature suivre son cours, si tu crées simplement les bonnes conditions, eh bien, les choses se passent, les patients s'éteignent. Personne ne pose de questions quand une femme dans le coma s'éteint paisiblement. Elle m'a caressé doucement la joue. Fais de beaux rêves, Carrie. Je te verrai demain. Et après-demain. Et tous les jours jusqu'à ce que tu fasses enfin ce que tu aurais dû faire il y a des années et que tu abandonnes. Elle s'est dirigée vers la porte. Elle l'a déverrouillée et elle est partie. J'ai entendu ses talons claquer dans le couloir, de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Je restais allongé dans l'obscurité. Je restais allongé dans l'obscurité, luttant pour chaque respiration. Mon esprit tournait à toute vitesse. Vanessa n'était pas seulement une maîtresse. C'était une meurtrière. Elle avait déjà tué au moins un homme, peut-être plus. Et maintenant, elle prévoyait de faire la même chose avec moi. J'essayais de bouger. Je concentrais toute mon énergie pour bouger un seul doigt. Un seul petit muscle. Si je pouvais bouger, je pourrais montrer aux infirmières que j'étais réveillé. Je pourrais obtenir de l'aide. Je pourrais mettre fin à ce cauchemar. Rien ne se passait. Mon corps restait immobile, sans réaction, piégé. Le lendemain matin, une nouvelle infirmière a pris son service. Elle s'appelait Rosa Mendez. Dès qu'elle est entrée dans ma chambre, j'ai su qu'elle était différente des autres. « Bonjour, mon chéri », m'a dit Rosa d'une voix douce. Sa voix était chaleureuse et mélodieuse, avec juste un léger accent texan. « Je sais que vous ne pouvez probablement pas m'entendre, mais je vais quand même vous parler. Des études montrent que les patients dans le coma réagissent aux voix familières. Et même si vous ne pouvez pas répondre, peut-être qu'au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas seul. » Elle se déplaçait dans ma chambre avec une efficacité acquise par l'expérience. Elle vérifiait des machines,
Elle ajustait les tubes. Elle notait les chiffres. Mais contrairement aux autres infirmières qui s'empressaient d'accomplir leur tâche le plus rapidement possible, Rosa prenait son temps. Elle me touchait doucement, avec précaution, comme si j'étais une personne réelle et non un simple corps à entretenir. Puis elle remarqua l'oreiller. Elle fronça légèrement les sourcils. Elle examina sa position. « C'est étrange, murmura-t-elle. J'aurais juré l'avoir positionné correctement hier. » Elle ajusta l'oreiller, le remettant dans sa position initiale. Immédiatement, ma respiration devint plus facile. La pression dans ma poitrine se relâcha. J'avais envie de pleurer de soulagement. « Voilà, » a dit Rosa, « c'est mieux, n'est-ce pas? » Elle a vérifié mon taux d'oxygène et a de nouveau froncé les sourcils. « Vos chiffres étaient meilleurs hier, » a-t-elle dit. « Laissez-moi vérifier l'équipement, m'assurer que tout fonctionne correctement. » Elle a passé 10 minutes supplémentaires dans ma chambre, à effectuer des diagnostics, à faire de petits ajustements, et pendant qu'elle travaillait, elle a continué à parler. « Je veux te dire quelque chose, ma chérie, » a dit Rosa doucement. « Quelque chose que je ne dis pas à beaucoup de gens. Ma sœur était dans un mariage violent. Son mari ne l'a jamais frappée, pas une seule fois. Mais il contrôlait tout ce qu'elle faisait, ce qu'elle portait, à qui elle parlait, comment elle dépensait son argent. Il lui donnait l'impression qu'elle était folle, que tout ce qui n'allait pas dans leur mariage était de sa faute. » Elle fit une pause, les mains toujours posées sur la machine. « Elle est restée 12 ans, » continua Rosa. 12 ans à marcher sur des œufs, à essayer d'être parfaite, disparaître lentement pour devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Et puis, un soir, il l'a poussée dans les escaliers. Il a dit qu'elle avait trébuché. Peut-être que la police l'a cru, mais moi, je savais. Je savais parce que j'avais vu les bleus qu'elle essayait toujours de cacher. Je savais parce que j'avais entendu la façon dont il lui parlait, comme si elle n'était rien. Je savais parce que j'avais vu ma belle-sœur pleine de vie devenir le fantôme d'elle-même. Sa voix s'est légèrement brisée. « Je l'ai perdue, » a dit Rosa. Elle est morte au bas de ses escaliers, seule et effrayée. Et lui, il s'en est tiré sans encombre. Il a touché l'argent de son assurance-vie et a déménagé en Floride avec sa nouvelle petite amie. Et je n'ai rien pu faire. Rien. Elle a tiré une chaise et s'est assise à côté de mon lit. « Je vois des choses, ma chérie, » a-t-elle poursuivi. « Je vois des choses que les autres ne voient pas. Et je vois la façon dont ton mari te regarde. Il vient ici, il joue le rôle du conjoint inquiet. Il te tient la main devant les infirmières. Il pose des questions inquiètes sur ton pronostic. Mais je fais ce métier depuis 22 ans. Je sais faire la différence entre un homme qui a peur de perdre sa femme et un homme qui attend qu'elle meure. » Elle s'est penchée vers moi. « Ton mari attend, » m'a-t-elle dit doucement. « Tout comme cette femme qui vient te rendre visite la nuit quand elle pense que personne ne la voit. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais je sais que ce n'est rien de bon. Je vais donc garder un œil sur vous, ma chère. Je vais m'assurer qu'il ne vous arrive rien pendant que je suis là. » Elle me serra doucement la main. « Si vous m'entendez, dit Rosa, battez-vous, quoi qu'il en coûte. Aussi difficile que cela puisse être, battez-vous. Ne les laissez pas gagner. Ne les laissez pas écrire votre fin. » Je voulais lui serrer la main en retour. Je voulais lui dire que j'entendais chaque mot, qu'elle avait raison sur tout, que j'avais besoin de son aide plus que je n'avais jamais eu besoin de quoi que ce soit dans ma vie. Mais mon corps est resté immobile, silencieux, sans réaction. Cette nuit-là, après le départ de Rosa, je me suis fait une promesse. Si je survivais à cela, Rosa serait la première personne que je remercierais. Et Derek serait la première personne que je détruirais. Le 14e jour, j'ai ouvert les yeux et j'ai choisi de les garder fermés. Cela s'est produit au milieu de la nuit, pendant l'un des quarts de travail de Rose. Elle vérifiait mes signes vitaux, fredonnant doucement, quand soudain, comme si on avait actionné un interrupteur, mon corps a commencé à répondre à mes commandes. Mes paupières ont battu, mes doigts ont tremblé, mes poumons se sont dilatés d'eux-mêmes, aspirant de l'air sans l'aide du respirateur. C'était comme si je me réveillais du sommeil le plus profond de ma vie, désorienté, submergé et absolument terrifié. Rosa a poussé un cri. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Elle se réveille. Elle s'est penchée sur moi, son visage remplissant mon champ de vision.
Les lumières fluorescentes derrière elle m'aveuglaient après 2 semaines d'obscurité. Tout était flou, les couleurs se confondaient, comme une aquarelle laissée sous la pluie. Mais je pouvais voir son visage, rond et chaleureux, empreint à la fois de choc et de joie. Madame Mitchell? La voix de Rosa tremblait. Carrie, vous m'entendez? J'ai essayé de parler. Ma gorge me brûlait comme si j'avais avalé du verre brisé. Mais mes lèvres étaient gercées et sèches. Mais j'ai forcé les mots à sortir, à peine plus fort qu'un murmure. S'il vous plaît, ne leur dites pas. Rosa s'est figée. Ne le dites pas à qui, ma chérie? À mon mari, 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 mon mari. J'ai dégluti péniblement, sentant le goût du sang là où mes lèvres étaient fendues. Sa mère, cette femme, ils veulent de ma mort. Je les ai entendus. J'ai tout entendu. Pendant un long moment, Rosa ne dit rien. Je voyais qu'elle réfléchissait, pesant mes mots par rapport à ce qu'elle avait observé au cours des 2 dernières semaines. Puis, lentement, elle acquiesça. Je le savais, dit-elle doucement. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai su que cet homme n'était pas bon dès la première fois que je l'ai vu. D'accord, ma chérie, d'accord, je ne le dirai à personne. Mais nous devons te rendre plus forte. Peux-tu bouger tes mains? Peux-tu sentir tes jambes? J'ai essayé. Ma main droite s'est soulevée d'environ 2 centimètres du matelas avant de retomber. Mes jambes picotaient comme si elles étaient chargées d'électricité statique. Mais je ne pouvais pas les bouger. C'est bien, a dit Rosa. C'est un début. Ce soir, nous allons nous entraîner. Nous allons te rendre assez forte pour que tu puisses t'asseoir, marcher, quitter cet hôpital, par tes propres moyens. Et ensuite, nous verrons quoi faire avec ton mari. Pendant les 3 jours qui ont suivi, Rosa est devenue ma bouée de sauvetage. Elle venait pendant ses gardes de nuit et m'aidait à exercer mes muscles atrophiés, en bougeant mes bras et mes jambes dans toute leur amplitude de mouvement, en m'apprenant à serrer et à relâcher, à fléchir et à détendre. Elle m'apportait en cachette des boissons protéinées pour compléter la nutrition liquide que l'hôpital m'injectait dans les veines. Elle m'a apporté un petit miroir pour que je puisse me voir pour la première fois depuis mon effondrement. J'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Mon visage était émacié. Mes pommettes saillantes, ma peau pâle et fine comme du papier. Mes cheveux étaient mous et gras, collés à mon crâne. Mes yeux, autrefois brillants et pleins d'espoir, étaient ternes et creux. Je ressemblais à un cadavre. Je ressemblais à la mort réchauffée. Mais j'étais en vie, contre toute attente, contre toute probabilité. J'étais en vie. Et c'était tout ce qui comptait. Le 17e jour, j'étais assez forte pour m'asseoir toute seule. Rosa m'a aidé à me mettre en position semi-assise et à caler des oreillers derrière mon dos. Pour la première fois en plus de 2 semaines, j'ai vu ma chambre d'hôpital sous un angle différent. Les machines qui m'entouraient, les tubes reliés à mon corps, la fenêtre donnant sur le parking. Rosa a introduit en cachette un téléphone cette nuit-là. Un de ces appareils prépayés qui ne pouvaient pas être tracés. Et j'ai passé un appel qui a tout changé. Elliot Crane était l'avocat de mon père depuis plus de 30 ans. Il s'était occupé de la succession de mon père lorsque celui-ci était décédé 5 ans auparavant. Il était l'une des 2 seules personnes au monde à connaître mon secret. Le secret que j'avais caché à Derek, à Margaret, à tous ceux qui pensaient me connaître. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne réponde. « Allô? » La voix d'Elliot était rauque à cause du sommeil. Il était minuit passé. Qui est-ce? Elliot. Ma voix était encore rauque, encore faible, mais plus forte qu'elle ne l'avait été. C'est Carolyn Mitchell. Carolyn Hartwell Mitchell. J'ai besoin de votre aide. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Quand Elliot reprit la parole, sa voix était aiguë, incrédule. Carolyn, mon Dieu, ils m'ont dit que tu étais... Derek est venu à mon bureau la semaine dernière. Il m'a dit que tu étais dans le coma. Il m'a dit que tu n'avais aucune chance de survivre. Il m'a posé des questions sur ta succession, sur la fiducie, sur ce qu'il adviendrait de tes biens si tu venais à mourir. Je sais ce qu'il te dit. J'ai répondu. Je sais ce qu'il a dit à tout le monde. Mais je suis réveillé, Elliot. Je suis réveillé depuis 3 jours. J'ai besoin d'accéder à tout. Au trust, au compte, aux propriétés, à tout. Une autre pause. Je pouvais entendre l'esprit d'Elliot travailler, traiter cette nouvelle information.
C'est salaud, dit-il finalement. Je savais que quelque chose n'allait pas. Derek était trop impatient, trop insistant. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur la structure du trust. Qui étaient les bénéficiaires? Comment accéder aux fonds? Je lui ai dit que tout était verrouillé, qu'il n'avait aucun pouvoir. Mais il n'a pas lâché prise, il ne sait pas, ai-je dit. Il n'a jamais su, il m'a épousé en pensant que j'étais pauvre. Et maintenant, il essaie de te tuer pour toucher ton assurance vie. A conclu Elliot. Alors qu'en réalité, tu vaux plus qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. C'était mon secret. Le secret que j'avais gardé pendant 10 ans. Le secret qui était sur le point de devenir mon arme. Mon père, Thomas Hartwell, était le fondateur de Hartwell Industries, l'une des plus grandes entreprises manufacturières du Texas. Nous fabriquions tout, des équipements médicaux aux composants aérospatiaux. Nous employions plus de 12 000 personnes dans 15 usines. À sa mort, mon père m'a tout légué. À moi, son unique enfant. L'entreprise, les biens immobiliers, les investissements, les propriétés. Tout cela était bloqué dans un trust qui ne mentionnait pas mon nom dans les registres publics. Je valais environ 800 millions de dollars. Et mon mari n'en avait aucune idée. J'avais caché ma fortune parce que j'en avais assez d'être considéré comme un symbole de l'or. Avant Derek, j'étais sorti avec des hommes qui ne m'aimaient que pour mon argent. Des hommes qui se moquaient de mes pensées, de mes sentiments, de mes rêves. Des hommes qui me voyaient comme un distributeur automatique de billets avec des jambes. Je voulais être aimé pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Alors quand j'ai rencontré Derek, j'ai fait semblant d'être ordinaire. Je lui ai dit que je travaillais comme comptable indépendante. Je lui ai laissé croire que ma famille était de classe moyenne. Et il m'avait cru. Il m'avait cru parce qu'il le voulait. Parce que la vérité ne lui était jamais venue à l'esprit. Parce que l'idée que sa petite femme au foyer effacé puisse être milliardaire était tout simplement trop absurde à envisager. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Il ne m'avait jamais aimé. Il m'avait épousé dans l'espoir que je sois riche. Il était resté avec moi parce que divorcer me ferait passer pour un mauvais père. Et maintenant, il prévoyait de me tuer pour toucher une assurance de 300 000 $. Tout cela sans se rendre compte qu'il avait couché pendant 10 ans avec l'une des femmes les plus riches du Texas. L'ironie de la situation était presque drôle. Presque. Elliot, dis-je, je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Et ensuite, nous allons élaborer un plan. Un plan qui détruira Derek, Vanessa et Margaret. Un plan qui leur fera regretter de m'avoir sous-estimé. Je t'écoute, répondit Elliot. Raconte-moi tout. Et je lui racontais tout. Je lui parlais de mon réveil du coma, de leur célébration, de la confession de Vanessa. Je lui parlais de mon réveil du coma. Je lui ai parlé de l'oreiller ajusté, de l'oxygène réduit, du délai de 30 jours. Je lui ai tout raconté. Et quand j'ai eu fini, la ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Puis Elliot a pris la parole et sa voix était dure comme l'acier. « Ils vont brûler », a-t-il dit. « Chacun d'entre eux, je vais m'en assurer. J'avais 12 jours pour planifier ma résurrection et leur destruction. » Rosa a continué à m'aider à reprendre des forces, tandis qu'Elliot travaillait dans coulisses pour préparer ma contre-attaque juridique. Nous communiquions par téléphone prépayé, en gardant nos conversations brèves et codées au cas où quelqu'un nous surveillerait. Chaque soir, Rosa m'aidait à faire des exercices et chaque soir, je devenais un peu plus forte. Pendant la journée, je faisais semblant d'être dans le coma. C'était plus difficile que je ne le pensais de rester parfaitement immobile pendant que Derek s'asseyait à côté de mon lit et se plaignait de la gêne occasionnée par ma maladie. Je ne réagissais pas lorsque Vanessa se penchait vers moi et me murmurait des menaces à l'oreille. Je gardais une respiration lente et régulière lorsque Margaret inspectait mes bijoux et les déclarait sans valeur. Mais j'y suis parvenu. Je restais allongé là, comme un cadavre, pendant qu'ils élaboraient leur plan. Et j'écoutais tout. Le 20e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai entendu la porte s'ouvrir et des pas inconnus entrer dans ma chambre. Ce n'était pas la démarche assurée de Derek, ni le cliquetis des talons de Vanessa, ni le traînage délibéré de Margaret. Quelqu'un savait. « Madame Mitchell, dit une voix féminine, je suppose que vous ne pouvez pas me dire ce qui est vraiment arrivé à Marcus Webb. » Mon cœur s'est presque arrêté. J'avais déjà entendu ce nom. Vanessa l'avait mentionné lors de sa confession tard dans la nuit. Marcus Webb, sa précédente victime. Et maintenant, quelqu'un enquêtait sur sa mort. La femme s'est approchée de mon lit
J'ai gardé les yeux fermés. J'ai gardé une respiration régulière. Mais j'écoutais de toutes mes forces. Je m'appelle Amanda Price. La femme continua. Je suis inspectrice à la police de Houston. Il y a 2 ans, un homme nommé Marcus Webb est mort dans cet hôpital même, victime de ce qui a été qualifié d'erreur médicale. Sa petite amie à l'époque était une femme nommée Vanessa Cole. La même Vanessa Cole qui sort maintenant avec votre mari et vous rend visite tous les jours. Elle tira une chaise et s'assit à côté de mon lit. Je suis détective depuis 20 ans, a déclaré Amanda d'une voix calme. J'ai vu beaucoup d'affaires. J'ai résolu beaucoup d'affaires. J'ai tourné la page sur beaucoup d'affaires. Mais Marcus Webb m'est resté en tête. Quelque chose dans sa mort ne me semblait pas normal. Le timing était trop opportun. La petite amie était trop calme. Et il y avait des choses dans son dossier médical qui ne collaient pas. Elle a fait une pause. Je n'ai jamais pu prouver quoi que ce soit, a-t-elle poursuivi. Vanessa Cole était prudente, intelligente. Elle savait exactement comment jouer la petite amie en deuil. Elle pleurait aux moments opportuns. Elle disait tout ce qu'il fallait dire. Et quand j'ai commencé à poser des questions difficiles, elle avait déjà touché l'argent de l'assurance et disparu. Je l'ai entendue bouger sur sa chaise. Quand j'ai appris qu'elle avait refait surface ici dans cet hôpital pour rendre visite à une autre femme dans le coma, j'ai su que je devais venir voir par moi-même. Et qu'ai-je découvert? Eh bien, disons simplement que mon instinct me met en alerte. Elle se pencha vers moi. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, Robert Mitchell. Je ne sais pas si vous le pouvez. Mais si vous le pouvez, je veux que vous sachiez que je surveille. Je surveille Vanessa Cole. Et je surveille votre mari. Et je surveille tous ceux qui entrent et sortent de cette chambre. Parce que quelque chose ne va pas ici. Et je vais découvrir quoi. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, elle posa quelque chose sur ma table de chevet. « Ma carte, dit-elle, au cas où quelqu'un la trouverait, au cas où quelqu'un pourrait me joindre. » La porte se referma derrière elle. Je restais allongé dans l'obscurité, l'esprit en ébullition. L'inspectrice Amanda Price enquêtait sur Vanessa. Elle soupçonnait ce qui se passait. Si je pouvais trouver un moyen de la contacter, de lui donner les preuves dont elle avait besoin, je pourrais faire condamner Vanessa pour meurtre. Mais je devais être prudente. Si Derek ou Vanessa découvraient que la police enquêtait, ils pourraient accélérer leur plan. Ils pourraient décider de m'éliminer avant que je puisse parler. Cette nuit-là, j'ai parlé à Rosa de la visite de l'inspectrice. Elle a laissé sa carte et je chuchotai sur la table de chevet. Mais Vanessa est venue plus tôt. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Rosa a fouillé la chambre avec soin, vérifiant les tiroirs, regardant sous les meubles. Mais la carte avait disparu. Vanessa avait dû la prendre. Ce n'était pas grave, ai-je dit. Nous connaissons maintenant le nom de la détective. Amanda Price. Elliot peut la trouver. Nous pouvons la contacter par son intermédiaire. Rosa a hoché la tête. Nous nous rapprochons, mon chéri. Encore quelques jours. Encore quelques jours et tu seras assez forte pour sortir d'ici par tes propres moyens. J'ai souri, ou du moins j'ai essayé. Mes muscles faciaux étaient encore faibles. J'apprenais encore à les faire fonctionner. Mais l'émotion derrière ce sourire était réelle. Pour la première fois depuis mon réveil dans ce cauchemar, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Cet espoir, j'allais bientôt l'apprendre, était une chose dangereuse. Car juste au moment où je pensais enfin aller de l'avant, tout s'est effondré. Le 24e jour, Derek est venu me rendre visite au milieu de la nuit. Derek a marché lentement dans ma chambre. J'ai entendu la porte s'ouvrir sans prévenir, de manière inattendue et seule. J'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai immédiatement fermé les yeux, laissant mon corps se relâcher. J'étais devenu doué pour feindre l'inconscience. Je savais exactement comment positionner mes membres, comment réguler ma respiration, comment garder mon visage détendu et inexpressif. Derek a marché lentement dans ma chambre. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer. Je l'ai entendu déplacer des objets, chercher quelque chose. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais je me suis forcé à rester immobile. Puis je l'ai entendu trouver le téléphone. « Eh bien, eh bien, eh bien, a dit Derek doucement, quelqu'un a été très occupé. Je l'ai entendu déverrouiller l'écran. Je l'ai entendu faire défiler l'écran, lire. Puis je l'ai entendu rire, d'un rire froid et sans humour. « Elliot Crane, a-t-il lu à voix haute. L'avocat de ton père. Intéressant, très intéressant. » Il a continué à faire défiler l'écran. Des documents fiduciaires,
Des numéros de compte, et qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est interrompu. Tu es propriétaire de Hartwell Industries? Tu te moques de moi. Tu possèdes toute l'entreprise? 800 millions de dollars? Et tu ne m'as jamais rien dit? Il s'approcha de mon lit et resta là, debout, à me regarder. Je pouvais sentir son regard sur mon visage, brûlant d'un mélange de rage et d'incrédulité. « Espèce de salope menteuse », murmura-t-il. « Tu m'as laissé croire que tu étais pauvre. Tu m'as laissé me tuer à la tâche dans cette entreprise, prendre des ordres de gens qui étaient en dessous de moi, alors que tu possédais toute cette fichue entreprise. Tu aurais pu me nommer PDG. Tu aurais pu tout m'offrir. Au lieu de ça, tu as joué à la femme au foyer et tu m'as regardé me battre. » Il se pencha vers moi. « Je t'ai entendu, tu sais, continua-t-il. Vanessa m'a dit que tu n'étais qu'un légume. Mais j'ai regardé les moniteurs. Ton activité cérébrale augmente parfois. Quand on parle, quand Vanessa parle, tu es là. N'est-ce pas, Carrie? Tu entends tout. Je ne bougeais pas, je ne respirais pas. Je restais allongé là, immobile, priant pour qu'il croie à mon jeu. Peu importe, dit finalement Derek. Maintenant, je connais la vérité. Et je vais m'assurer que lorsque tu mourras, tout ce que tu possèdes deviendra mien. Il prit le téléphone et partit. Tous mes enregistrements, toutes mes preuves, tous mes plans soigneusement élaborés, disparus en un instant. Je restais allongé là, dans l'obscurité, luttant contre les larmes. J'étais si près du but, si près de m'échapper, de les dénoncer, de gagner. Et maintenant, j'étais revenu à la case départ, pire qu'avant. Parce que maintenant, Derek savait pour l'argent, et cela le rendait plus dangereux que jamais. On dit que Dieu se moque des plans. Ce jour-là, le diable a ri aussi. Le lendemain matin, tout a changé. Derek est arrivé tôt à l'hôpital, vêtu de son plus beau costume, l'air d'un mari attentionné. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui maintenant. Une lueur dans ses yeux, une satisfaction dans son sourire. Il savait quelque chose que je ne voulais pas qu'il sache, et il allait l'utiliser contre moi. Il n'était pas seul. Margaret était avec lui, vêtue de noir comme toujours, le visage empreint d'une détermination sinistre. Et Vanessa était là aussi, légèrement en retrait, jouant le rôle de l'ami qui soutient. « Dr. Reeves, dit Derek d'un ton suave, nous devons parler des soins prodigués à ma femme. » Le Dr. Reeves leva les yeux de mon dossier, le visage impassible. « Bien sûr, Monsieur Mitchell. En quoi puis-je vous aider? » « Elle semble agitée ces derniers temps, » répondit Derek, nerveux. « Je crains qu'elle souffre. Pouvez-vous faire quelque chose pour la soulager? » Le Dr. Reeves fronça les sourcils. « En fait, ses signes vitaux s'améliorent. Son activité cérébrale a considérablement augmenté au cours de la semaine dernière. J'allais recommander de réduire sa sédation pour voir si nous pouvions encourager des réponses plus conscientes. » Derek secoua la tête. « Avec tout le respect que je vous dois, docteur, ce n'est pas ce que souhaite sa famille. Nous voulons qu'elle soit paisible, confortable et qu'elle ne lutte pas contre les machines. » Il y eut un long silence. Je pouvais sentir la tension dans la pièce, la bataille tacite entre Derek et le Dr. Reeves. « Monsieur Mitchell, » a dit le Dr. Reeves avec prudence, « je comprends votre inquiétude, mais en tant que médecin, mon travail consiste à lui donner les meilleures chances possibles de guérison. Augmenter la sédation à ce stade serait contre-productif. » Le sourire de Derek n'a pas faibli. « J'apprécie votre avis médical, docteur, mais en tant que mari et plus proche parent légal, j'ai le pouvoir de prendre des décisions concernant ses soins. Et je vous dis que je veux qu'elle soit sous sédation. » De manière importante, le Dr. Reeves ouvrit la bouche pour protester, mais Margaret l'interrompit. « Mon fils a une procuration, dit-elle froidement. Nous avons contacté nos avocats. Si vous refusez de vous conformer aux souhaits de la famille, nous vous retirerons de ce cas et vous remplacerons par quelqu'un de plus coopératif. » Le Dr. Reeves les fixa du regard pendant un long moment. Puis il m'a regardé, allongé sans défense dans mon lit, et j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la suspicion, de l'inquiétude, peut-être même de la peur. « Je vais devoir consulter l'administration de l'hôpital », a-t-il finalement déclaré. « Il s'agit d'un changement important dans le plan de traitement. Faites ce que vous avez à faire, a répondu Derek. Mais j'attends des résultats cet après-midi. » Ils sont partis. Le Dr. Reeves s'est resté debout à côté de mon lit pendant un long moment, regardant mon visage. « Quelque chose ne va pas ici, murmura-t-il pour lui-même.
Quelque chose ne va vraiment pas. Mais il n'en savait pas la moitié. Et lorsqu'il s'en rendit compte, il était presque trop tard. Cet après-midi-là, une infirmière entra avec une nouvelle poche de perfusion. Je reconnus le médicament grâce à l'étiquette. Des sédatifs puissants, le genre qui me replongerait dans l'obscurité, qui réduirait au silence mon esprit qui s'éveillait, qui me rendrait aussi impuissante que Derek le souhaitait. J'ai essayé de résister, j'ai essayé de bouger, de parler, de signaler que j'étais réveillé. Mais mon corps était trop faible. Il se remettait encore de 2 semaines d'atrophie. L'infirmière a fixé la perfusion sans remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. En quelques minutes, l'obscurité a commencé à m'envahir, épaisse et lourde, comme une couverture, qu'on tirait sur ma tête. La dernière chose que j'ai entendue avant de m'évanouir était la voix de Derek dans le couloir. « Ça devrait la faire taire », disait-il. Maintenant, nous avons le temps de trouver comment accéder à cette fiducie. J'ai perdu 4 jours. 4 jours précieux volés par les produits chimiques injectés dans mes veines. Quand j'ai enfin refait surface, groggy, confuse et plus faible que jamais, j'ai découvert que le monde avait changé autour de moi. Rosa était partie, licenciée sur la base de fausses accusations de vol de médicaments. Elliot avait été contacté par les avocats de Derek. Il menaçait d'intenter une action en justice s'il continuait à s'immiscer dans les affaires familiales. Et le délai de 30 jours n'était plus que de 2 jours. L'inspectrice Amanda Price était venue me rendre visite pendant que j'étais inconsciente. Mais elle avait été refoulée à la porte. Seule la famille était autorisée, lui avait-on dit. La patiente ne recevait pas de visiteurs. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais prévu, s'était effondré pendant que je dormais. Et maintenant, Derek avait toutes les cartes en main. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Car pendant que j'étais sous l'effet des médicaments et sans défense, quelqu'un d'autre observait. Quelqu'un d'autre avait rassemblé des preuves. Et quelqu'un d'autre était sur le point de renverser la situation. Le Dr. Reeves avait remarqué les irrégularités dans mon traitement. Il avait documenté le comportement suspect de la famille. Et il avait passé un coup de fil de son propre chef. Je ne le savais pas encore. Mais de l'aide était en route. La question était de savoir si elle arriverait à temps. Le 28e jour, ils sont arrivés à minuit. 3 monstres à visage humain. J'étais éveillé, mais à peine fonctionnel. Les sédatifs étaient encore dans mon organisme. Tout me semblait lent et irréel. La chambre d'hôpital nageait dans un flou intermittent. Des ombres semblaient bouger dans les coins de mon champ de vision. Je ne pouvais pas distinguer la réalité du rêve. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir. Au début, j'ai pensé que c'était une infirmière, une ronde de nuit, vérifiant les signes vitaux. Mais les pas n'étaient pas normaux. Ils étaient trop nombreux, trop silencieux, trop délibérés. Le poste des infirmières est libre. La voix de Derek, à peine plus qu'un murmure. Je m'en suis occupé. Margaret, un petit don au superviseur de nuit. Elle va prendre une très longue pause. Bien. Et c'était Vanessa. Il faut que ça ait l'air naturel. J'ai forcé mes yeux à s'entr'ouvrir. La pièce était sombre, éclairée uniquement par la lueur des moniteurs à côté de mon lit. Je pouvais voir 3 silhouettes debout près de la porte. Derek, Margaret, Vanessa. Et Vanessa tenait une seringue. Le même médicament que Marcus, elle a dit doucement. Un peu de chlorure de potassium suffit. Ça arrête le cœur. Ça ressemble à un arrêt cardiaque naturel. Le temps que quelqu'un s'en aperçoive, si jamais ça arrive, nous serons déjà loin avec son argent. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Ça y était, ils allaient me tuer. Ici même, maintenant, dans ce lit d'hôpital. Tu es sûr que ça va marcher? Demanda Derek. Il semblait nerveux. Vanessa rit doucement. Je l'ai déjà fait, tu te souviens? Fais-moi confiance. Je sais exactement quelle quantité utiliser et où l'injecter. On dira que son corps a simplement lâché. C'est tragique, mais pas surprenant. Elle s'approcha de mon lit. Je pouvais voir la seringue briller à la lumière des moniteurs. Mon esprit criait à mon corps de bouger, de se battre, de faire quelque chose. Mais les sédatifs me retenaient une prisonnière. « Au revoir, Carrie », murmura Vanessa. « Salut Marcus de ma part. » Elle tendit la main vers ma perfusion, et puis la porte s'ouvrit brusquement. Que se passe-t-il ici exactement? Le Dr. Reeves se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage éclairé par la lumière du couloir. Derrière lui, je pouvais voir 2 agents de sécurité. Vanessa se figea. Elle cacha rapidement la seringue derrière son dos, mais pas assez vite.
Le Dr. Reeves l'avait vu. « Docteur, dit Derek, sa voix était douce comme de la soie. Nous venions juste de voir Carrie, elle semblait agitée. À minuit, le Dr. Reeves est entré dans la chambre. Avec une seringue, des soins de confort, dit rapidement Vanessa. La famille a autorisé des analgésiques. Le Dr. Reeves secoua la tête. Je n'ai autorisé aucun médicament supplémentaire. Et je n'ai certainement pas autorisé de visiteurs à cette heure-ci. Vous devez partir. Maintenant. Derek s'avança, l'air agressif. Écoutez, docteur, j'ai une procuration. J'ai le droit de prendre des décisions concernant les soins de ma femme. Vous avez le droit de donner votre avis sur ces soins, corrigea le Dr. Reeves. Vous n'avez pas le droit de lui injecter des substances inconnues dans sa perfusion au milieu de la nuit. Sécurité, veuillez escorter ces personnes hors du bâtiment. Les gardes s'avancèrent. Pendant un instant, je crus que Derek allait résister. Je pouvais voir la rage monter sur son visage, l'humiliation d'être expulsé comme un vulgaire criminel. Puis Margaret lui a touché le bras. « Allons-y, a-t-elle dit doucement. Nous réglerons cela par les voies appropriées. » Derek a acquiescé d'un signe de tête raide. « Ce n'est pas fini, a-t-il dit Dr. Reeves. » Ils sont partis. La porte s'est refermée derrière eux. Le Dr. Reeves s'est resté là un long moment, puis s'est dirigé vers l'endroit où Vanessa se tenait. Il s'est baissé et a ramassé quelque chose sur le sol. La seringue. Elle l'avait laissé tomber lorsque la porte s'était ouverte brusquement. Le Dr. Reeves examina l'étiquette. Son visage pâlit. Le Dr. Reeves examina l'étiquette. Il regarda la porte. Il regarda la porte. Il me regarda et je vis l'horreur dans ses yeux. Il comprit enfin ce qui se passait. Il comprit enfin quel genre de personnes étaient vraiment les membres de ma famille. « Madame Mitchell, dit-il doucement, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais je vais vous protéger. Je vais m'assurer que personne ne vous fasse plus de mal. » Il a pris le téléphone à côté de mon lit et a composé un numéro. « Ici le Dr. Nathan Reeves du Centre médical Saint-Joseph, a-t-il dit. Je dois signaler une tentative d'homicide. Les 48 heures qui ont suivi ont été les pires de ma vie. Et ce n'est pas peu dire, compte tenu de ce que j'avais déjà vécu. Tout d'abord, l'enquête a été bloquée. Derek a engagé les meilleurs avocats de Houston qui ont immédiatement passé à l'attaque. Ils ont affirmé que le Dr. Reeves était incompétent, qu'il avait mal interprété la situation, que la seringue ne contenait rien de dangereux. Sans une analyse formelle du contenu, qui aurait pris plusieurs jours, la police ne pouvait pas prouver le contraire. Ensuite, Derek a utilisé ses avocats pour faire retirer le Dr. Reeves de mon dossier. Ils ont affirmé qu'il avait développé un attachement malsain à sa patiente, que son jugement était compromis. L'hôpital, craignant un procès, s'est plié à sa demande. Mon protecteur avait disparu. Troisièmement, et pire encore, le délai de 30 jours est arrivé. Derek est entré dans ma chambre d'hôpital le 30e jour avec une équipe d'avocats et une pile de papier. Il souriait, ce sourire froid et satisfait que j'avais appris à détester. J'ai consulté la famille, a-t-il annoncé au nouveau médecin qui avait pris en charge mon cas, et nous avons décidé d'arrêter l'assistance respiratoire. Le nouveau médecin, un jeune homme nerveux nommé Dr. Patterson, a brassé les papiers avec nervosité. « Monsieur Mitchell, je comprends que cette décision soit difficile, mais je dois vous dire que les signes vitaux de votre femme s'améliorent. Son activité cérébrale est en fait assez forte. Il y a une réelle possibilité qu'elle se réveille. » Le sourire de Derek n'a pas faibli. « Docteur, ma femme est dans le coma depuis 30 jours. Elle n'a montré aucun signe de réponse consciente. La famille en a longuement discuté, et nous pensons qu'il est temps de la laisser partir en paix. C'est ce qu'elle aurait voulu. J'ai crié dans ma tête. Ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais vivre. Je voulais me battre. Je voulais arracher le visage de Derek et montrer à tout le monde le monstre qui se cachait derrière ce sourire charmant. Mais mon corps ne voulait pas coopérer. Les sédatifs qu'il m'avait administrés avaient fait leur effet. J'étais plus faible que je ne l'avais été depuis des semaines. Je pouvais à peine bouger les doigts, encore moins parler. Le Dr. Patterson a regardé les papiers que Derek lui avait remis. « Tout semble en ordre », a-t-il dit à contre-cœur. « Procuration, consensus familial, instruction de non-réanimation. »« Excellent », a répondu Derek. « Quand pouvons-nous procéder ?»« Nous devons suivre le protocole », a déclaré le médecin. « L'arrêt des soins de maintien en vie nécessite une procédure officielle. Nous pouvons commencer cet après-midi. » Cet après-midi.
Dans quelques heures, mon mari allait me tuer, légalement. Avec la bénédiction de l'hôpital, je concentrais toute l'énergie dont je disposais sur ma main droite. « Bouge », ordonnai-je. « Bouge, bon sang ». Mon doigt eut un petit mouvement. Il était à peine perceptible. Un minuscule mouvement qui aurait pu être pris pour un spasme musculaire. Mais le Dr. Patterson le remarqua. Il se pencha pour examiner ma main. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-il. Derek fit un geste de la main pour signifier que ce n'était rien. « Un réflexe, ça ne veut rien dire. » En fait, dit lentement le Dr. Patterson, cela pourrait signifier quelque chose. Madame Mitchell, si vous m'entendez, essayez de bouger à nouveau votre doigt. Je me concentrai. Je mis toute mon énergie dans ce petit mouvement. Mon doigt se leva, trembla, puis retomba. Les yeux du Dr. Patterson s'écarquillèrent. Ce n'était pas un réflexe. C'était une réponse délibérée. Le visage de Derek s'assombrit. « Docteur, je pense vraiment que vous accordez trop d'importance à cela. » « Monsieur Mitchell, dit fermement le Dr. Patterson, je ne peux pas débrancher le respirateur artificiel s'il existe la moindre possibilité que la patiente soit consciente. Je dois effectuer d'autres tests. C'est ridicule, rétorqua Derek. Elle est dans un état végétatif. Elle est dans un état végétatif depuis un mois. Une contraction musculaire aléatoire ne change rien à cela. Cela pourrait changer la donne, répondit le médecin. Et tant que je n'en suis pas certain, je ne peux pas continuer. Pendant un instant, je crus que Derek allait exploser. Je voyais la rage monter en lui, la frustration d'être privé de ce qu'il désirait tant. Mais il prit d'une profonde inspiration et se força à se calmer. « Très bien, dit-il en serrant les dents. Faites vos tests, mais j'attends que cette question soit résolue d'ici demain. » Il sortit de la pièce en claquant la porte. Le Dr. Patterson le regarda partir. Puis il se tourna vers moi. « Madame Mitchell, dit-il doucement, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais quelque chose me dit que vous essayez très fort de communiquer. Si c'est vrai, clignez 2 fois des yeux. » Je clignai des yeux. 1 fois, 2 fois. Le Dr. Patterson poussa un long soupir. « D'accord, d'accord. Nous devons vous aider vraiment. » Il sortit son téléphone et passa un appel. Et en moins d'1 heure, tout a changé. Le 31e jour, je suis revenu à la vie. Le Dr. Patterson avait fait appel à un neurologue qui m'a fait passer une batterie de tests et a confirmé ce que j'essayais de dire à tout le monde. Pendant des semaines, j'étais consciente, j'étais lucide, j'étais prisonnière de mon corps, mais j'étais bien vivante. La nouvelle s'est rapidement répandue. Le Dr. Reeves, qui rôdait aux abords de l'hôpital malgré son retrait de mon dossier, s'est précipité dans ma chambre. Rosa, qui séjournait dans un hôtel voisin en attendant des nouvelles, est arrivée en courant. Et Elliot Crane, qui avait travaillé en coulisses pour préparer ce moment, est arrivé avec une équipe d'avocats. Derek n'a pas été aussi rapide à revenir. Quand il s'est enfin présenté, il était accompagné de ses propres avocats, de sa mère et de Vanessa. Ils sont entrés dans ma chambre en s'attendant à trouver un légume. Au lieu de cela, ils m'ont trouvé assise dans mon lit, faible mais alerte, entourée de personnes qui savaient exactement ce qu'elles avaient fait. « Bonjour, mon mari », ai-je dit. Ma voix était rauque, à peine plus forte qu'un murmure, mais suffisamment forte. « Je t'ai manqué. » L'expression sur le visage de Derek est quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie. Il est resté bouche bée. Son visage est devenu pâle. Son masque d'inquiétude soigneusement construit s'est effondré, révélant l'animal paniqué qui se cachait derrière. « C'est impossible, a-t-il balbutié. Tu étais dans le coma. Les médecins ont dit que tu ne te réveillerais jamais. » Les médecins avaient tort. J'ai souri, ou du moins j'ai essayé. J'ai tout entendu, Derek. Chaque mot, chaque célébration, chaque plan, chaque menace. Derek s'est tourné vers ses avocats. Cela ne change rien. Elle est clairement confuse. Les médicaments ont affecté son cerveau. Nous devrions poursuivre le plan initial. En fait, intervint Elliot Crane, cela change tout. Votre procuration a été obtenue sous de faux prétextes. Ma cliente n'était pas dans un état végétatif persistant. Elle était délibérément sous sédatif pour l'empêcher de se défendre. J'ai des dossiers médicaux, des témoignages et un juge très en colère qui a déjà signé une ordonnance d'urgence révoquant votre autorité. L'avocat de Derek lui murmura quelque chose à l'oreille. Derek secoua la tête avec colère. « C'est absurde, dit-il. Je suis son mari. J'ai des droits. » « Vous avez le droit de garder le silence, dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte.
L'inspectrice Amanda Price entra dans la pièce, suivie de 2 agents en uniforme. Derek Mitchell, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre et fraude. Tentative de meurtre, Derek rit, mais c'était un rire creux. Je n'ai jamais essayé de tuer qui que ce soit. J'aime ma femme, vraiment. L'inspectrice Price sortit un sac en plastique contenant la seringue que Vanessa avait laissée tomber. Parce que nous avons trouvé du chlorure de potassium dans cette seringue. Le même médicament qui a tué Marcus Webb il y a 2 ans. Le même médicament qui aurait arrêté le cœur de votre femme si le Dr. Reeves n'avait pas interrompu votre petite visite nocturne. Le visage de Derek devint gris. Ce n'était pas moi. C'était Vanessa. C'est elle qui... Il réalisa soudain ce qu'il venait de dire. Vanessa, debout derrière lui, se figea. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. « Je voulais dire... » Derek fit marche arrière. « Je voulais dire que je ne savais pas ce qu'il y avait dans sa seringue. Je pensais que c'était... » « Tu pensais que c'était quoi exactement? » demanda l'inspecteur Price. « Des analgésiques? Des sédatifs? Dites-moi ce que vous pensiez que votre maîtresse injectait dans la perfusion de votre femme au milieu de la nuit. » Derek ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois depuis notre mariage, Beard, je le vis vraiment sans voix. « C'est ce que je pensais, » dit l'inspecteur Price. « Messieurs les agents, veuillez placer M. Mitchell en garde à vue. Madame Cole, vous êtes également en état d'arrestation. Madame Mitchell-Sear, nous avons également des questions à vous poser. » Margaret a tenté de protester, affirmant qu'elle ne savait rien de tout cela. Mais ses objections sont tombées dans l'oreille d'un sourd. En quelques minutes, tous les 3 étaient menottés et emmenés hors de ma chambre d'hôpital comme les criminels qu'ils étaient. Je les ai regardés partir, le cœur battant à tout rompre. C'était fini. Après 31 jours de terreur, ce s'était enfin terminé. Mais il me restait une chose à faire. Une vérité à révéler. Derek ai-je appelé. Il s'est arrêté à la porte et s'est retourné pour me regarder. Son visage était un masque de haine et d'incrédulité. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » ai-je continué. « Quelque chose que j'aurais probablement dû te dire il y a des années. »« Je ne veux rien entendre, » a-t-il craché. « Dommage. J'ai pris une profonde inspiration. Tu m'as épousé en pensant que j'étais pauvre. Tu es resté avec moi en pensant que je ne valais rien. Tu as essayé de me tuer pour toucher une assurance de 300 000 $. Et alors? Alors, voilà, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis propriétaire de Hartwell Industries. Je vaux environ 800 millions de $. Chaque salaire que tu as touché au cours des 10 dernières années provenait d'une entreprise qui m'appartient. Le bureau où tu travaillais, le parking où tu garais ta voiture, la fontaine à eau autour de laquelle tu bavardais, tout cela m'appartenait. Tu as été mon employé pendant tout ce temps. Le visage de Derek subit une transformation remarquable. Confusion, incrédulité, horreur et enfin, la prise de conscience progressive de l'ampleur de son erreur de calcul. « Vous mentez, » murmura-t-il. « Non, et voici le problème, Derek. Même si vous parvenez à échapper à ces accusations, même si vous sortez un jour de prison, vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Je m'en assurerai. Toutes les portes auxquelles vous frapperez vous seront fermées. Toutes les opportunités que vous tenterez de saisir disparaîtront. Vous vouliez tellement mon argent que vous étiez prêt à tuer pour l'obtenir. Maintenant, tu passeras le reste de ta vie à savoir exactement ce que tu as perdu. Les agents l'ont emmené. Il criait encore lorsqu'ils l'ont traîné dans l'ascenseur. J'espère que sa voix s'est éteinte avant qu'il n'atteigne le rez-de-chaussée. Ils voulaient la guerre. Je leur ai donné l'anéantissement. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon de procédures judiciaires, d'attention médiatique et de rétablissement personnel. Mon histoire a fait de la une des journaux dans tout le pays. Les détails qui ont émergé au cours de l'enquête étaient encore plus accablants que je ne l'avais imaginé. Vanessa Cole n'était pas seulement une croqueuse de diamants qui avait pris mon mari pour cible. C'était une tueuse en série qui opérait depuis plus de 10 ans. L'équipe du détective Price a découvert 4 victimes précédentes. Tous ces hommes étaient morts dans des circonstances suspectes alors qu'ils fréquentaient Vanessa. Thomas Keller, un promoteur immobilier mort après être tombé dans les escaliers. Richard Davis, un banquier à la retraite victime d'une interaction médicamenteuse fatale. Paul Montgomery, propriétaire d'une entreprise de construction, qui s'était noyé dans sa propre piscine. Et Marcus Webb,
l'homme dont la mort avait initialement éveillé les soupçons du détective Price. Dans chaque cas, Vanessa était l'unique bénéficiaire de l'assurance vie de son petit ami. Dans chaque cas, elle avait encaissé l'argent et était passée à sa prochaine victime. Elle faisait cela depuis des années, perfectionnant sa technique, apprenant de ses erreurs. Et Margaret Mitchell était au courant de tout. L'enquête a révélé que Margaret avait trouvé Vanessa grâce à un détective privé qu'elle avait engagé pour enquêter sur mon passé. Le détective était tombé sur Vanessa alors qu'il enquêtait sur toute autre chose et avait saisi l'occasion. Margaret essayait de se débarrasser de moi depuis des années. Elle présentait Derek à des remplaçantes potentielles depuis la première année de notre mariage, mais aucune d'entre elles n'avait tenu le coup. Jusqu'à Vanessa. Margaret avait rencontré Vanessa lors d'un événement caritatif et avait immédiatement compris à qui elle avait affaire. Une femme belle, intelligente, sans conscience et qui avait déjà fait ses preuves en matière de résolution de problèmes. Elle avait présenté Vanessa à Derek, sachant très bien ce qui allait se passer. Elle avait pratiquement offert sa propre belle-fille à un tueur en série. Confrontée aux preuves, Margaret a craqué. Elle a tout avoué, essayant de rejeter autant que possible la responsabilité sur Vanessa et Derek. Mais il était trop tard. Le complot était trop évident, les preuves trop accablantes. Les procès ont été brefs et dévastateurs. Vanessa Cole a été reconnue coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de tentative de meurtre. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La dernière fois que je l'ai vue, elle était emmenée hors de la salle d'audience, menottée. Son beau visage était une très bonne chose. Elle a été condamnée à 25 ans de prison. Elle est morte en prison 6 mois plus tard, seule dans sa cellule. La cause officielle du décès était une crise cardiaque. Je ne saurais le dire. J'ai pleuré sa mort. Et Derek, mon mari depuis 10 ans, l'homme que j'avais aimé, en qui j'avais confiance et en qui j'avais cru malgré tout, il a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de complot, en vue de commettre un meurtre et de détournement de fonds. L'enquête a révélé des années de crimes financiers, de l'argent qu'il avait volé à Hartwell Industries pour couvrir ses dettes de jeu. Il a été condamné à 15 ans de prison fédérale. D'après les dernières nouvelles, il doit de l'argent à des gens très dangereux, le genre de personnes dont les dettes vous poursuivent même derrière les barreaux. Je ne m'attends pas à ce qu'il survive à sa peine. Quant à moi, je me suis reconstruite. Cela n'a pas été facile. Il y a eu des jours où j'ai voulu abandonner, où le poids de tout cela me semblait trop lourd à porter. Mais chaque fois que je vacillais, je me souvenais de ce que j'avais survécu. Je me suis souvenu d'être allongé dans ce lit d'hôpital, incapable de bouger, écoutant les personnes que j'aimais planifier mon meurtre. Et je me suis souvenu m'être relevé malgré tout. 1 an après ma sortie de l'hôpital, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement terrasse, regardant la ligne d'horizon de Houston scintiller dans la nuit. Hartwell Industries était en plein essor. Le chiffre d'affaires avait augmenté de 40%. Nous nous étions développés sur 3 nouveaux marchés et avions créé plus de 2000 emplois. J'avais fait la couverture de Forbes, non pas en tant que victime, mais en tant que survivante, en tant que leader, en tant que femme qui s'était relevée de ses cendres pour devenir plus forte que jamais. Rosa était toujours à mes côtés. Elle était devenue plus qu'une employée, plus qu'une amie. Elle faisait partie de ma famille. La sœur que je n'avais jamais eue, l'inspectrice Amanda Price, avait été promue chef des inspecteurs. Elle et moi nous retrouvions autour d'un café 1 fois par mois. 2 femmes qui avaient vu les aspects les plus sombres de l'humanité et qui avaient choisi de se battre plutôt que de détourner le regard. Le Dr. Reeves s'était complètement remis des blessures que Derek lui avait infligées cette nuit-là dans ma chambre d'hôpital. J'ai financé une nouvelle aile du St. Joseph Medical Center en son honneur, un endroit où les victimes de violences domestiques pouvaient recevoir des soins sans être jugées, sans crainte, sans être refoulées parce qu'elles n'avaient pas d'assurance ou parce que leurs agresseurs les avaient menacées de silence. Et Elliot Crane, le plus vieil ami de mon père, était devenu mon conseiller le plus fidèle. Il m'a aidé à restructurer mon entreprise, m'a protégé des conséquences juridiques des crimes de mon mari et ne m'a jamais fait sentir faible parce que j'avais besoin d'aide. Un après-midi, environ 18 mois après la fin de tout cela, je me suis rendu sur la tombe de mon père. C'était un cimetière tranquille à la périphérie de Houston, ombragé par de vieux chênes et bordé d'un petit étang où des canards nageaient paresseusement en cercle. Je me suis agenouillé à côté de sa pierre tombale
et j'ai déposé un bouquet de roses blanches sur l'herbe. Tu as toujours dit que j'étais plus forte que je ne le pensais, papa. Ai-je murmuré. Tu m'as toujours dit que je trouverais ma voie. Même quand je ne voyais pas le chemin, je ne te croyais pas quand tu étais en vie. Je pensais que j'étais faible. Je pensais que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour me compléter. J'ai tracé mon doigt sur son nom, gravé dans le granit. Mais tu avais raison, ai-je continué. J'ai trouvé ma force. Il m'a juste fallu mourir pour le comprendre. Je suis resté là longtemps, à lui parler, à lui raconter tout ce qui s'était passé. La trahison de Derek, les aveux de Vanessa, les manigances de Margaret, le fait d'être allongé dans ce lit d'hôpital à les écouter célébrer ma mort. Le sentiment d'être plus seul que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Puis je lui ai parlé de ma résurrection, de mon refus d'abandonner, de mes alliés trouvés dans des endroits inattendus et de ma riposte alors que tout le monde s'attendait à ce que je disparaisse. Ils pensaient avoir gagné, dis-je. Ils pensaient s'être enfin débarrassés de moi. Mais ils m'ont sous-estimé, papa, comme tout le monde le fait toujours. Je me levais et époussais l'herbe sur mes genoux. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orange et rose. Une brise fraîche faisait bruisser les feuilles des chênes, transportant le parfum de l'automne. Je ne suis plus en colère, et je dis doucement. Je l'ai été pendant longtemps, je les détestais de toutes mes forces, mais la haine est épuisante. La haine occupe une place dans votre cœur qui pourrait être remplie de meilleures choses. Alors j'ai laissé tomber, je les ai laissés partir et j'ai tourné la page. J'ai jeté un dernier regard sur la pierre tombale de mon père, puis je me suis retourné et je suis retourné vers ma voiture. Quelqu'un m'y attendait, un homme que j'avais rencontré 3 mois plus tôt lors d'un événement caritatif, qui m'avait vu non pas comme une victime, ni comme une milliardaire, ni comme un titre à la une, mais simplement comme une femme qui méritait d'être connue. Il s'appelait James Carter. Il était chirurgien pédiatrique au Texas Children's Hospital. Un homme qui passait ses journées à sauver de jeunes vies et ses soirées à s'intéresser à la mienne. Il ne s'intéressait pas à mon argent. Il l'avait clairement fait comprendre dès le début. Il voulait simplement me connaître. La vraie moi. Je ne savais pas où notre relation allait nous mener. Je ne savais pas si j'étais prête à faire à nouveau confiance, à aimer à nouveau, à m'ouvrir à la possibilité d'être à nouveau blessé. Mais j'étais prête à essayer. J'étais prête à prendre le risque de faire quelque chose qui me faisait peur. Parce que c'est ce que font les survivants. Nous continuons d'avancer. Nous continuons de nous battre. Nous continuons de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Les gens révèlent leur vraie nature lorsqu'ils pensent que vous êtes impuissant. Et lorsqu'ils se réjouissent de votre chute, ils préparent le terrain pour leur propre destruction. J'ai été marié à un monstre pendant 10 ans. J'ai passé 31 jours prisonnière de mon propre corps à écouter les personnes que j'aimais souhaiter ma mort. Et je me suis relevé. Non pas parce que j'étais spéciale, non pas parce que j'étais plus forte, ou plus intelligente, ou plus courageuse que n'importe qui d'autre, mais parce que j'ai refusé de les laisser écrire ma fin. Si vous êtes dans ce lit d'hôpital en ce moment, au sens figuré, ou littéralement, si quelqu'un se tient au-dessus de vous, célébrant votre faiblesse, planifiant votre enterrement, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes plus fort qu'ils ne le comprendront jamais. Vous avez survécu à des choses qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Et quand vous vous relèverez enfin, quand vous ouvrirez enfin les yeux, et que vous reprendrez votre pouvoir, vous leur ferez regretter chaque instant où ils vous ont sous-estimé. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début. La fin de mon histoire. Parce que la femme qu'ils ont essayé d'enterrer n'est pas revenue pour se venger. Elle est revenue pour la vérité. Et la vérité est la suivante. Je m'appelle Carolyn Mitchell. J'ai survécu. Et je ne fais que commencer. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui, quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui se sent piégé, ou invisible, ou sous-estimé, partagez cette vidéo avec cette personne. Votre partage pourrait être le message dont elle a besoin pour continuer à se battre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Je lis chaque commentaire et j'adore échanger avec cette communauté extraordinaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez plus aucune histoire forte. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine.
Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. Maintenant, commençons. Ce contenu a été soigneusement recherché, élaboré et édité manuellement par notre équipe afin de vous apporter des leçons significatives et une réelle valeur ajoutée. Merci de faire partie de cette aventure. Merci de faire partie de cette aventure. Загоним их в могилу! Крути катушку, цель ушла! Mais frère, c'est pas pour moi qu'elle kill et en plus je me fais tuer. Non, c'est pas possible, faut que je me wiki là. T'as un abo Hbo. Abo? C'est quoi Hbo? Abo? Le jeu là? Wesh! Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il voulait faire quoi? Lui toucher les oreilles? Je sais pas. Ah, j'ai un pote de côté, j'ai rigolé d'un coup. Oh putain! Mais vraiment là, je. Waouh! Waouh! Ah, j'ai un pote de côté là-dessus. Waouh! Oh, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu peux me casser le drone de terreau? Je vais essayer de pique d'abord et après oui. Mais là j'en ai marre là, j'ai l'impression de servir à rien. Je vais essayer de prendre un kill. Moi aussi. Ah, vas-y, ils vont jamais sur A, frère. Mais il a dit hey, pourquoi tu. Il a dit B, il a dit B. Спайк на миде. Ils vont dans le mid. Top mid. Et je suis trop nul, frère. Je suis trop nul, frère. Je sais pas, Ouais. j'y arrive pas. Merci pour follow Benny Marou. Il y a vraiment des bons, j'y arrive pas, genre. Regarde bomb mid. Остался один враг. J'arrive pas. Attendez, je vais demander à mon collègue d'allumer le chauffage, peut-être parce que j'ai trop froid. Comme elle. Бросаю дымок. Вот здесь. Ouais, c'est d'accord. Thank you. Can someone come B, boys? Il me faut un peu de chauffage là, je gèle. Hello. C'est quoi Hbo? C'est comme des trucs. Ah oui! They step Ah non, B, j'ai I pas, non. won't, Gecko, just run. Non, moi Au j'ai revoir, au Netflix, j'ai Prime Video, j'ai Disney+. Ça fait déjà beaucoup de trucs, hein. Vraiment, ça fait déjà beaucoup de trucs, hein. Bon, faut que je fasse un peu de kill, je vous jure, j'ai l'impression de On refait la servir même? à rien. Vas-y. Oui. I'm gonna wall. Who made mid too? Не подглядывай, Okay. Mais Enfin. We can reach pourquoi c'est moi qui prends Pourquoi c'est moi qui prends ça? Pourquoi c'est moi qui me prends ça, s'il vous plaît? Jet, il y a shotgun. Остался один Oh. враг. Meuf? Si tu savais tout ce qui s'est passé devant moi, en fait, je me suis fait. Waouh! Je me suis fait flash par Romaine. Jet, elle était derrière moi au pompe, mais je me suis dit, vous allez gérer. Ensuite, je vois Chamber, il passe dans ma smoke. Je sors de la smoke, je vois les trois devant moi, je suis en mode tiens, sur qui je tire en premier? Je vois que tout le monde meurt. Je mets une balle à Chamber, je me dis, c'est bon, je l'ai kill, je switch sur Romaine. Sauf que Romaine, il meurt sous mes yeux. Et je repartis. Bah, y a rien qui va, y a rien qui va. Tu vois, Elisabeth, tu donnes du conseil. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis née en Russie, en fait. Donc, en fait, c'est pas. C'est comme si tu demandais à un Français quels sont les conseils pour apprendre le français alors que c'est quelqu'un qui est né dans ce pays-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu es né, et tes parents, ils parlent. En fait, je me Smoke pose même mid. pas la question de comment j'ai appris à l'être parce Link. que One c'est mid, naturel. En fait, careful, faudrait demander à Kevin, quelqu'un et- qui a appris le russe et pas Comme à une quelqu'un. russe parce que les Russes, ils ont pas appris le russe. Tu sais, ils sont nés dans cette langue. Du coup, je peux vraiment pas t'aider, je suis désolée. Mais surtout que les lettres, c'est du par cœur. Бросаю дымок. Mais chut, chut. Hey. Les lettres, c'est du par cœur, hein. Je pense. Les lettres, c'est le plus simple. C'est l'alphabet, quoi. Je pense dans toutes Spike les on langues, mid. les lettres, c'est le plus simple. C'est juste. Spike Like a на flash, ready? миде. C'est du 3, par 2, cœur. 1. Cette lettre-là, ça se lit comme ça. Cette lettre-là. Normalement, l'alphabet, c'est le truc le plus simple, non? Oh, mid. L'alphabet, c'est Ouais, juste. Y a pas de règle, c'est du par cœur. Остался один враг. Was they? Half HP. It wasn't me.
Mais je t'avoue que c'est un peu dur de demander à une russe Maybe comment t'as me, appris le I russe. don't know. Maybe tell Alors que je me. suis russe, tu vois. Maybe I knew Wiley. Un peu compliqué. Could have wrapped around his own spawn as well. You can ping the spike. Il est le spike. Nice. Nice. Перезаряжаю. Ah, mais c'est peut-être dyslexique. Et c'est pas une insulte ou quoi, hein. Нужна Maybe пушка. can't be Mais s'il te plaît. T'as peut-être Спасибо. parce que en soi. Là, je gagne 6 subs. Est-ce que Guigui, je peux additionner mes kills avec Kata ou pas? En vrai, dis oui parce que mes kills, vas-y, j'en ai que 5. Je Genre là, suis un t'as peu vu, ça sa fait mère là. 11. Quest à l'époque. Je suis un Ça peu va, sa non? mère. Là. Mais Guigui, c'est t'es plus rendu d'accord? par cœur, c'est comme en français. Ah, let's go Jolie. C'est comme du français, c'est la lettre A, elle se lit A, la lettre B, elle se lit B, y a pas de règle. Hey. Selon A. Spawn. Mais je comprends pas. Je suis trop là, je me fais enculer alors que j'ai fait que des MVP. J'ai fait que des MVP. Ah, je le suis. Ah bah... C'est peut-être pour ça. On y C'est enlève. peut-être pour ça, du coup, que tu as un peu du mal. Merci, Johnny, pour ton sub. Peut-être pour ça que tu as un peu du mal si tu es dyslexique. C'est vrai que même pour la langue française... Il je a pense dit que tu as un on peu- voit fin de game, donc tryhard. Mais frère, j'arrive pas. Je sais pas. J'ai tout mis ce matin, j'ai bien joué là. Je sais pas. Mais justement, des fois, je trouve que ça va. Je préfère la défense, tu vois. Surtout le A, d'habitude, je m'en sors bien. Et là, je sais pas. Ils sont meilleurs. Peut-être parce que t'es toute seule, regarde avec toi. Mais même toute seule, je les encule d'habitude. Je les encule. Bra, 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 bra. Le vocabulaire, Brr, mademoiselle. je leur mets des têtes. Je leur mets des headshots. Des pixels Tu dans sais, leur moi, tête. pour éviter de dire le mot enculé, je dis je les enclenche. Ah, pas mal ça. Je les enclenche. Wesh. Il a mon live. Давайте, сопротивляйтесь. Je les I can encule, il a don't die, don't die. entendu. Oh my bad. Je les encule, mais non. Is that one? Ограничиваться. BBB, guys. Enfin, A. Ah, c'est super drôle. Ослеплю их. Спайк на А. Перезаряжаю. Que des kills, que des kills. Ничего не... Tenchi deadlock. Остался один враг. Oh my god, Ace. Là, go. Ah, bah. Mais vas-y, prends le kill. Mais j'ai pas confiance en moi là. J'ai pas la confiance en moi. Yeah, no, bro, my bad. Il y a Deadlock sur notre stream. Coucou Deadlock d'ailleurs. Coucou Enfin, Deadlock. Coucou Deadlock. Coucou Deadlock. Ça va Deadlock. Coucou. Alors, comme ça, on va Non, les c'est pas enculer. grave. Hein? Ouais, donc Montre-toi dans le chat. Qui es-tu? envoie du sub. Envoie 10 subs comme ça, on voit que c'est toi. Vas-y, Chéra, je suis nulle. D'habitude, j'ai fait que des MVP et tout. Là, vas-y, j'ai trop froid. C'est pour ça aussi. Il veut plus parler. Il parle plus. Лиха беда начала. Place là. Наш агент со спайк убит. Спайк на Б. Бросаю сетку. Враг Two на more, Б. two more. Tout le monde, Go back fast, go back fast. Враг на миде. J'ai un HP la team. Yeah, rotating. Pas de mythe. Враг на А. Перезаряжаю. Спайк сброшен. Спайк у меня. Остался один Ah, игрок. vas-y, frère. Je suis vraiment nulle, hein. Je suis vraiment nulle, hein. Один есть. Headshot. Спайк у меня. Coucou Deadlock.
Clutch ou je te banne. Allez, deadlock. Oula, oula, oulala, oulala, oulala. Je vais rien dire parce que je suis bottom, mais là... Il a repeint le mur, là. Ah, je suis nulle. Ça faisait longtemps que j'étais pas nulle comme ça. Ça faisait I got longtemps que phantom j'étais pas pain. nulle comme ça. Waouh, j'arrive